Salut à toutes et à tous, vous êtes en train de suivre votre magazine Afrique Mag et cela nous fait vraiment plaisir. Ce soir, nous vous proposerons comme d'habitude une série de reportages, mais également un grand format à la fin de ce numéro, un grand format qui nous mènera au Sénégal pour parler de ce qu'on appelle les foyers améliorés. Mais avant cela, retour sur cette situation catastrophique que vivent les Soudanais et les Soudanais du Sud. Selon plusieurs rapports, les 5 ans de conflit du Soudan du Sud ont fait environ 2,5 millions de réfugiés et 1,5 million de déplacés internes, un chiffre total qui représente à peu près un tiers de la population du pays. Sur une population de 12 millions d'habitants, une personne sur 3 est déplacée et 1 sur 2 n'a plus de quoi manger et a besoin d'une aide alimentaire. Niada Kien est sud-soudanaise mais vivait au Soudan. Elle a fui Khartoum lorsque les violences ont éclaté l'année dernière. Elle se trouve maintenant dans un camp de personnes déplacées à l'intérieur du pays, à Renk, dans la partie nord du Soudan du Sud. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de drap, de nourriture, ni même de tente où dormir. Nous dormons dans le froid. Je suis maintenant malade et je ne peux même pas me faire soigner. Je ne me sens pas bien. La situation de Niadak est similaire à celle de beaucoup de personnes dans ce camp. Christine Achol est une mère de 7 enfants qui a perdu son mari dans le conflit au Soudan. La faim est mon plus gros problème. Je vais chercher de l'eau à la rivière que je vends. Je gagne de l'argent et je l'utilise pour acheter de la nourriture pour les enfants. Maintenant, je suis malade, j'ai mal à la poitrine, je ne peux plus travailler. Ces personnes dépendent désormais de l'aide alimentaire des agences humanitaires. Les agences d'aide humanitaire affirment que plus de 1500 personnes traversent chaque jour la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Beaucoup d'entre elles sont des Sud-Soudanais qui ont fui la violence et se sont réfugiés au Soudan. Les agences d'aide humanitaire affirment qu'elles ont du mal à répondre aux besoins des familles épuisées et traumatisées après avoir marché pendant des jours avec peu de nourriture et d'eau. À ce stade, nous devons nous assurer que chacun d'entre eux bénéficie d'une aide humanitaire. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de paix. Nous demandons sincèrement à tout le monde, à toutes les parties au conflit, de mettre de côté leurs armes et de parler de paix. Le gouvernement du Soudan du Sud affirme avoir besoin de plus de 50 millions de dollars pour atténuer les défis posés par les inondations attendues dans le pays. Beaucoup de gens s'attendent à ce que, d'après les prévisions météorologiques, il y ait beaucoup d'inondations vers juillet et le gouvernement devrait se lancer dans la préparation aux situations d'urgence afin de réduire le risque d'inondation. De nombreuses personnes déplacées comme Niada Kien exhortent le gouvernement du Soudan du Sud et les organismes d'aide à les aider à retourner dans leur village afin qu'ils puissent se débrouiller seuls. L'Organisation mondiale de la santé OMS a averti que la flambée de choléra s'est considérablement aggravée dans le monde. L'agence basée à Genève pointe du doigt 2 facteurs, soit l'intensification des effets du changement climatique tels que les sécheresses et les inondations et un manque criant de financement pour lutter efficacement contre la flambée de choléra. Nous allons nous intéresser ce soir au cas de Lagos, la capitale nigériane, où les autorités sanitaires mettent en garde les habitants depuis plusieurs jours contre l'épidémie de choléra qui a fait une trentaine de morts depuis le début de l'année et qui empire avec l'entrée de la saison des pluies. Au moins 21 personnes auraient perdu la vie jusqu'à présent suite à une épidémie de choléra dans l'état de Lagos, dans le sud-ouest du Nigeria, a annoncé un responsable de la santé. La conseillère spéciale pour la santé auprès du gouvernement de l'État a déclaré à la presse qu'au moins 401 cas avaient été signalés rien que ce mois-ci en raison de l'épidémie dans le centre économique du pays, appelant à un effort concerté pour lutter contre ce fléau. Le gouvernement de Lagos a continué à prélever des échantillons des sources d'eau, des aliments et des boissons afin d'identifier la source de la contamination, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que la surveillance dans les communautés locales avait été intensifiée, en particulier dans les zones du gouvernement local touchées. Mardi, la Lagos Water Corporation, l'agence de l'État en charge de l'accès à l'eau potable, a expliqué avoir pris des mesures dont un contrôle de la qualité de l'eau dans tout l'État. Elle a encouragé les Lagosiens à amener des échantillons d'eau de leur domicile afin de les faire tester. En 2001, le choléra a fait plus de 2300 morts, particulièrement parmi les enfants de 5 à 14 ans selon les autorités sanitaires du pays. Selon le Centre nigérian pour le contrôle et la prévention des maladies NCDC, la maladie n'a fait que 2 morts en 2022 avant de connaître un rebond en 2023 avec 128 morts.
Santé toujours, mais pour parler de cette fois-ci de ce centre des maladies infectieuses qui a été construit à l'entrée sud de la ville de Kara. Il vient renforcer les capacités sanitaires du Togo, surtout dans la riposte contre les épidémies. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le centre des maladies infectieuses CMI de Kara, désormais opérationnel à travers cette cérémonie de remise. Il est situé à l'entrée sud de la ville de Kara et jouxte l'antenne régionale de l'Institut national d'hygiène. Les travaux de construction de ce centre ont été entrepris au lendemain de l'apparition de la pandémie de la Covid-19 au Togo. Le CMI de Kara comprend plusieurs compartiments en vue de faire face aux éventuelles épidémies. Sa construction a coûté 2 400 000 €, soit 1 560 millions de francs CFA. Il bénéficie d'un équipement de pointe, notamment pour la réanimation, la stérilisation, les soins, la conservation des corps ainsi que les meubles. Cet équipement est évalué à 400 000 €, 260 millions en valeur CFA. Le joyau a été réalisé grâce à l'appui financier de la KfW, la coopération allemande, dans le cadre du renforcement du système sanitaire du pays à travers le projet Santé ou Pro-Santé mis en œuvre par la GIZ. La santé est un pilier fondamental du développement durable. Il est de notre devoir de nous soutenir mutuellement pour relever les défis sanitaires mondiaux. Voilà pourquoi, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, l'équipe Europe s'est rapidement mobilisée pour appuyer le Togo, non seulement dans la riposte immédiate, mais aussi en investissant davantage dans le renforcement du système de santé. En réceptionnant le joyau, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est réjoui de l'excellence des relations de coopération qui existent entre l'Allemagne et le Togo. Il a relevé que l'infrastructure répond à tous les critères de qualité. Nous disons merci à nos partenaires parce que ce joyau répond à toutes les normes de qualité et nous met à l'abri des surprises. Cet outil va rentrer dans le grand cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, c'est-à-dire essentiellement les maladies infectieuses. Et il vient renforcer deux autres volets que nous entretenons depuis des années avec nos partenaires, la prévention par la vaccination, sans oublier un volet qui est très important, la lutte que nous menons depuis des années contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. L'ensemble s'arrime avec la politique nationale de santé définie par le chef de l'État et notre plan national de développement sanitaire ainsi que la feuille de route gouvernementale. Le centre des maladies infectieuses de Kara est un centre de référence. Il est le deuxième au plan national après celui de Lomé. En période de non-épidémie, il va fonctionner comme les centres classiques. Un plan d'urgence et de sécurisation s'impose au regard des accidents récurrents sur les routes du Sénégal. Les différents acteurs déplorent la grande charge de travail des conducteurs, l'inattention de ces derniers, le non-respect du code de la route et l'état des véhicules ainsi que celui des infrastructures routières. Des assises sont prévues en fin juin 2024 pour réduire les accidents dans ce pays. Gare routière de Tambacounda, il est 16 h. Sur la liste des départs, Samba Lakor. Ce chauffeur de minibus de 15 places a l'habitude d'effectuer les longues distances. Avant son départ, il prend le soin de tester les différents organes de son véhicule. La vérification doit se faire minutieusement. Il faut contrôler le réservoir et le radiateur. Après cette étape, le chauffeur doit inspecter ses pneus. Si tout est OK, il peut faire démarrer le véhicule. Les pneus aussi sont à l'origine de beaucoup de dégâts. Ils n'arrivent plus à tenir sous l'effet de la chaleur et des vitesses énormes qu'on leur impose. À cela s'ajoutent les charges démesurées. L'état du véhicule est important, mais le comportement du conducteur est la principale cause d'accident.
Le chauffeur doit savoir contrôler sa vitesse et son freinage au moment de la conduite. C'est très important. L'autre outil à ne pas négliger, c'est le rétroviseur. Souvent, dans les sociétés de transport, les chauffeurs travaillent à tour de rôle. Ces derniers doivent prendre leurs responsabilités et signaler toute défaillance aux propriétaires. Les accidents relèvent de la responsabilité des chauffeurs, des usagers, ainsi que l'état même des véhicules. Nous constatons un véhicule qui prend départ au tableau. On l'empêche les surcharges. Les surcharges et laisser les chauffeurs, les clients, même sur les marchepieds, ça on l'interdit. Mais vous pouvez l'interdire dans la gare routière. Mais quand il sort, tu n'es pas près de lui. Il peut faire ce que bon le semble. Malgré toutes les dispositions prises par l'État, les accidents se multiplient. Après 6 kilos, celui de Yaman, dans le département de Koungheul, bilan 14 morts. Un plan d'urgence et de sécurisation routière s'impose. La nationale 1 de l'indépendance à nos jours, c'est cette nationale qui est là. Ça ne change pas. Si on pouvait avoir 2 voies ou 3 voies, vraiment, ça c'est une sécurité. On ne peut pas prendre un véhicule à 14 millions ou à 15 millions et tu dis que tu veux affronter Sabodala ou Saraya ou Kédougou. La voie n'est pas bonne. Ce véhicule ne peut pas vivre plus de 5 ans. Et on te donne un véhicule à 14 et quelques millions. Vraiment, tu ne pourras pas payer le véhicule. Tout conducteur qui ne respecterait pas le code de la route doit être suspendu, car la vie des passagers vaut plus que tout. Notre raison doit nous guider tout le temps et ne pas penser uniquement à l'argent. Vraiment, nous invitons tous les chauffeurs à plus de retenue et veiller ensemble au respect des instructions de sécurité routière si les autorités venaient à les prendre. Pour passer au peigne fin les dysfonctionnements du secteur du transport au Sénégal, des assises sont prévues en fin juin 2024. Cette rencontre d'échange et de partage vise à réduire les accidents et leur lot de dégâts. Le projet Nanatech a été officiellement lancé par le ministère togolais de l'économie numérique et de la transformation digitale. Il marque une avancée majeure pour l'entrepreneuriat féminin et les compétences numériques des femmes. Cet ambitieux projet vise à révolutionner le paysage digital féminin. Cette initiative prometteuse est un pas décisif vers l'inclusion numérique et l'émancipation économique des femmes. Le numérique au service des femmes entrepreneurs. L'idée vient du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Il veut donc propulser les femmes dans leur activité génératrice de revenus à travers cet outil du moment. Nanatech, c'est le nouveau projet dévoilé. Il va donc permettre aux femmes entrepreneurs, commerçantes et porteuses de projets d'améliorer leurs compétences digitales afin de mieux vendre leurs produits. Nous avons appris comment utiliser le numérique pour gérer nos personnels. Nous avons également appris comment, à travers le numérique, nous allons gérer notre comptabilité. Aujourd'hui, à travers ces formations, les potentialités que nous avons reçues durant les 6 jours, nos produits, nos services vont, à travers le numérique, atteindre les 4 coins du monde. Plusieurs modules sont au programme de cette formation pour amener ces femmes à une maîtrise parfaite de l'outil informatique. On les amène à tester leurs idées de business, on les amène aussi à utiliser le digital comme un moyen de faire croître leur entreprise un peu plus chaque jour. Si on veut développer l'économie ici au Togo, on sait que ça va et ça doit passer par aider les femmes à participer à cette économie. Et pour qu'elles puissent participer, elles doivent avoir les compétences pour pouvoir le faire. Le projet Nanatech va à terme développer et booster le potentiel féminin dans l'éthique, technologie de l'information et de la communication. Il a reçu l'appui financier du Millennium Challenge Corporation, MCC, à travers l'organisme du Millennium Challenge Account, OMC, Togo. La contribution de toutes ces femmes qui vont être formées, dont les capacités numériques vont être renforcées, vont participer à la croissance économique, à la création d'emplois, vont avoir des revenus beaucoup plus conséquents. La finalité pour nous
parce qu'au total, il y aura environ 1500 femmes bénéficiaires. À la fin, pour nous, c'est d'arriver à équiper ces différents profils de femmes-là des ressources nécessaires en numérique et bien évidemment en mécanisme de bonne gestion de leurs différentes entreprises. La mise en œuvre du projet Nanatech dans l'écosystème numérique togolais a pour vision de contribuer à la croissance économique, à l'égalité de genre, à l'inclusion sociale et à la création d'emplois décents. Culture à présent pour parler du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, le plus vieux festival de cinéma en Afrique. Il a connu sa première édition en 1969 et se tient tous les 2 ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Dans cette intervention que nous vous proposons, Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO, révèle l'importance du festival dans la célébration de la culture africaine et de sa diaspora. On l'écoute. Inscrire le FESPACO dans cette organisation était une de nos grandes volontés et ça permet au FESPACO aussi de sortir aussi de son confort habituel et aller chercher aussi de nouveaux partenaires dans le monde entier. C'est vrai que nous parlons du cinéma africain de la diaspora, mais les moyens de distribution, les moyens de diffusion, les moyens de production sont divers et c'est de pouvoir permettre au cinéma africain aussi d'être en contact aussi avec un public aussi qui n'a pas l'habitude de voir le cinéma africain et arriver à montrer à travers le FESPACO, à travers disons cette organisation là, ça permet au FESPACO d'être au Festival de cinéma de Shanghai par exemple, être en Asie et ce qui va permettre aux Asiatiques, aux Chinois et autres populations de voir le cinéma africain parce que pour renforcer une industrie cinématographique, il ne faut pas se contenter de la consommation locale, il faut aller au-delà de son lieu et cela va nous permettre de pouvoir faire connaître le cinéma africain dans le monde entier. Partenariat avec le Festival de cinéma de Shanghai. Nous travaillons beaucoup plus dans la programmation artistique de ce festival-là. Et nous serons bientôt au mois de juin, je crois fort bien, au Festival de Shanghai. Et nous travaillons aussi à ce que quelques représentants du Festival de films de Shanghai soient au FESPACO pour pouvoir nous parler de l'industrie du cinéma chinoise et de pouvoir nous faire des masterclass avec des réalisateurs chinois. Et justement, nous aussi, il y a quelques mois, on a organisé au sein du FESPACO la semaine du cinéma chinois. Cela montre à travers le festival de Shanghai, cela montre en quoi nous, bien vrai que nous parlons du cinéma africain de la diaspora aussi, nous avons un œil ouvert aussi sur les autres formes sur les autres nationalités du cinéma. Et nous espérons fort bien qu'on aura des Chinois à la prochaine édition du FESPACO. On connaît la puissance du cinéma chinois. Et nous tous, vous comme moi ou d'autres générations, se sont beaucoup inspirés du cinéma chinois, les Jackie Chan et autres qu'on a déjà vu. On a tous partagé ces films-là. Et la Chine est beaucoup en avance en matière de production, de diffusion et même de distribution du cinéma chinois. Et je pense qu'avoir la Chine avec nous, c'est de pouvoir nous partager les savoir-faire, de partager aussi les manières de pouvoir diffuser les films dans tout l'État, pour toute la nation chinoise. Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre aussi, de pouvoir aussi faire de telle sorte que amener la population africaine ou de chaque pays, de chaque nation pour aller au cinéma, parce que les Chinois adorent beaucoup le cinéma, ils vont au cinéma et je pense que cette expérience pourrait nous aider aussi à pouvoir nous renouer avec nous-mêmes et de pouvoir aussi y aller et de pouvoir surtout renforcer, dynamiser l'industrie du cinéma africain à l'instar de l'industrie du cinéma chinoise qui aujourd'hui est un exemple, qui aujourd'hui est l'une des plus fortes du monde. Pour terminer, nous vous proposons un voyage au Sénégal, ce pays où le changement climatique est une menace déjà sensible et plusieurs faits peuvent l'illustrer, notamment une baisse de la pluviométrie ou même une augmentation de la température d'environ 1,5 degré Celsius en 30 ans. Afin de minimiser ces impacts et apaiser la pression sur l'environnement entraînée par les coupures abusives de bois, des femmes de plusieurs localités du Sénégal ont été initiées à la fabrication de ce qu'on appelle les foyers améliorés. C'est le grand format que nous vous proposons dans le numéro de ce soir. Nous sommes à Sarem Serir, village situé dans la région de Diourbel, à environ 150 km à l'est de Dakar, la capitale du Sénégal. Dans cette localité, les groupements féminins ont été formés sur la construction des foyers améliorés. Cela dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Le principe est simple. C'est comme à l'image de tous les prototypes, le matériel est le même, la façon de confection est le même. La seule différence, c'est que c'est un prototype qui est conçu pour cuisiner à partir de ce paroi, mais aussi cuisiner à partir du haut vers le bas. Et en principe, si le prototype fonctionne, plus vous entrez le bois ne se consume pas en centre, mais se consume en braise. Donc il va arriver un moment où il y aura suffisamment de braise du bas vers le haut. Donc vous n'êtes plus obligé de mettre encore du bois parce que ce qu'il y a déjà comme intensité thermique sera largement suffisante pour cuisiner la marmite. Donc cette partie va chauffer, va converger vers la marmite. Donc du haut au bas également, on aura suffisamment d'intensité thermique. Donc très facilement, on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit parce que juste avec la chaleur, on va cuisiner. Mais si vous voyez aussi, on a cette fondation. Cette fondation, c'est pour que l'intensité thermique, la chaleur ne va pas en profondeur. Donc on l'a gardé. Donc en gros, c'est, si vous voulez, un prototype qui est conçu pour converger toute l'énergie thermique vers la marmite. Et j'en profite pour remercier M. Ousseynou qui nous a donné l'opportunité de présenter ce modèle, qui est un modèle à la fois de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi qui est un modèle pour la gestion des terres. Parce qu'en d'autres termes, avec l'autre modèle, c'est la bouse de vache qui est collectée et qui est brûlée. Et cette bouse de vache brûlée a deux inconvénients. Le premier, c'est que potentiellement, ça émet du CO2. L'autre chose aussi, c'est que c'était potentiellement du matériel qui devrait rester dans le champ et qu'on amène pour le brûler. En le brûlant encore, on détruit les graines qui sont à l'intérieur, qui étaient censées rester là-bas et être plus tard en plant. Donc voilà en fait le processus. Maintenant, comme vous voyez, nous avons de l'eau, mais avec le peu d'eau, voilà, n'est-ce pas? Ça commence à bouillir. Et si on enlève, vous pouvez voir, c'est encore noir. Ça se consume en charbon. Donc on va voir que ce n'est pas blanc à l'intérieur. Donc quand vous finissez de cuisiner, vous pouvez laisser la marmite à l'intérieur. De tout de suite jusqu'à demain, on va avoir encore de la chaleur parce que ça garde la chaleur aujourd'hui jusqu'à demain soir encore. Une véritable aubaine pour ces femmes du village de Sarem Serer qui voient en ces foyers améliorés une avancée considérable. Les foyers améliorés sont très importants pour nous, car à l'époque, quand on préparait le repas, on n'osait pas s'éloigner de la cuisine, craignant que des dégâts ne se produisent. En plus, avec les anciens fourneaux, il y avait beaucoup de fumée qui se dégageait et nous fatiguait énormément. Mais avec ces nouveaux foyers améliorés, on est très rassuré. On peut même vaquer à d'autres occupations pendant qu'on prépare le repas. C'est pourquoi on a très bien apprécié l'introduction de ces foyers améliorés dans notre localité. Ils ont permis aux dames du village de gagner en temps et d'améliorer leurs conditions de vie. Ces pépinières, entretenues par ces hommes, à quelques encablures des domiciles, serviront de bois d'énergie. C'est pourquoi elles sont remises à toutes les femmes du village afin qu'elles reboisent dans leurs concessions. C'est moi qui gère les pépinières ici. Toute personne qui vient se les procurer me dit le nombre dont il a besoin, soit 20 ou 100 plants, ça dépend de sa volonté et je lui donne. À l'arrivée du projet Saga ici, qui a mis à notre disposition des pépinières, les gens venaient à peine récupérer les pépinières. Mais maintenant, ils sont nombreux à envahir ces lieux, y compris des villages environnants, pour venir se les procurer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet a apporté des changements à Sarem Serer. Nous avons noté des avantages par rapport à la mise en place des pépinières dans notre localité. Car même les femmes qui jadis allaient à la recherche de bois d'énergie en coupant des arbres, maintenant ce n'est plus le cas. Elles prennent ces plants qu'elles reboisent chez elles afin de disposer de bois d'énergie. Franchement, je peux dire que ce projet a sonné ici comme une bouffée d'oxygène, surtout pour les femmes du village
qui étaient très fatiguées par les travaux domestiques. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Maintenant, nous n'avons plus de soucis avec des bois d'énergie, car avec ces foyers améliorés, nous avons reboisé dans nos concessions et nous en disposons maintenant. Et le constat est que ces foyers améliorés sont plus pratiques. Donc, je dirais que ces pépinières sont un vrai soulagement pour nous, car les foyers améliorés ne peuvent pas fonctionner sans ces bois d'énergie. Toujours pour lutter contre le changement climatique, des fourneaux améliorés, communément appelés fourneaux Djambar, ont aussi été distribués aux femmes de la commune de Fandène dans la région de Thiès. Et puis, elles ont été formées sur la fabrication de charbon végétal et des foyers améliorés afin de minimiser la pression sur l'environnement. On a fabriqué ce charbon végétal avec de la bouse de vache, de l'herbe, de l'argile et de l'eau. C'est ce qu'on a mélangé pour avoir ce résultat. Il est vraiment efficace et nous aide beaucoup dans la cuisson. Maintenant, on ne va plus chercher de bois d'énergie dans la brousse. Ces foyers améliorés présentent un grand intérêt pour nous, car cela permet de lutter contre les changements climatiques. Ils nous procurent une bonne santé et nous permettent de bien économiser. Car maintenant, on ne sort plus sous le chaud soleil à la quête du bois d'énergie. On en a maintenant chez nous, notamment le charbon végétal, qui est très rapide pour la cuisson. En plus, ces foyers améliorés ne dégagent pas de la fumée, contrairement aux autres qui en dégagent beaucoup et qui affectent notre santé. Donc, ces nouveaux fourneaux sont une bonne solution par rapport à notre santé. Ces foyers améliorés ont été réalisés à travers le projet SAGA Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers, notamment le Québec et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en faveur des populations. Cela dans le but de réduire les impacts du changement climatique. Il y a également 11 groupements d'intérêt économique qui ont été appuyés dans le travail que nous faisons avec les communautés, et plus de 600 foyers améliorés ont été construits par le projet, à travers le projet, mais c'est des connaissances endogènes. C'est des connaissances locales que nous avons aujourd'hui au niveau de ces communautés pour leur permettre de faire ces foyers. Alors donc, nous disons que c'est un projet à succès. Les résultats sont probants, mais il faut regarder aussi au niveau de la durabilité du projet, c'est-à-dire des résultats du projet. Avec la méthode utilisée, les outils utilisés, nous sommes convaincus que même si le projet finissait, que ces connaissances sont là et ces femmes allaient continuer à produire. De façon générale, c'est un projet qui contribue à la protection de l'environnement parce que aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes environnementaux que nous vivons dans notre pays, dans nos pays du Sahel, c'est vraiment le changement climatique. Et donc, toutes ces activités auxquelles nous contribuons, que je viens de citer, permettent justement d'améliorer notre cadre de vie, notre environnement et les conditions d'existence des populations. Par exemple, dans la région de Kolda et la région de Thiès, notamment le plateau de Thiès, où nous appuyons les femmes à travers l'utilisation des foyers améliorés, nous réduisons la consommation en bois et en charbon de bois. Quand nous réduisons la consommation en bois et en charbon de bois, nous impactons directement sur la déforestation et le recul de nos massifs forestiers. Le projet a aidé le gouvernement du Sénégal à, en tout cas, mettre en œuvre son programme national d'adaptation, mais également de dérouler et de mettre en œuvre
le programme donc, de contribution déterminées, les contributions déterminées au niveau donc, du pays. Je pense qu'à ce niveau-ci, on peut faire le bilan. On est à peu près à plus de 1300 bénéficiaires au niveau du terrain et plus de 150 experts qui ont été formés au niveau national et au niveau régional. Je pense que c'est quand même des résultats très appréciables en 3 ans et qui, aujourd'hui, en tout cas, laissent espérer sur le terrain vraiment des perspectives vraiment prometteuses. Nous allons sur le terrain voir comment donc consolider ces acquis sur le terrain. Et je pense que en termes de durabilité, le fait d'avoir impliqué les organisations de producteurs, CNCR, etc., le fait d'avoir aussi impliqué la société civile est gage de pérennisation du projet. Parce qu'après tout, c'est les principaux porteurs de ces projets et qui peuvent garantir la durabilité des actions sur le terrain. Nous allons poursuivre ces efforts et nous veillerons au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural donc à véritablement continuer à accompagner et à intégrer tout ce qui a été fait dans nos différentes politiques et programmes. Avec l'implication des populations dans de tels programmes, le projet Saga Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, lancé en 2019, a mis en évidence qu'avec un peu d'accompagnement, les communautés peuvent être plus résilientes face aux effets du changement climatique. Voilà, ainsi prend fin ce numéro d'Afrique Mag. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2, merci à Hassiba, notre script, à Mohamed, notre réalisateur, et enfin merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée avec la suite des programmes de votre chaîne Canal Algérie. Salam.